L'objectif de cette vidéo est de présenter les incertitudes de type B dans le cadre du cours de physique. Pour cela, nous allons montrer le résultat d'une mesure et chercher les sources d'erreur. Nous allons ensuite évaluer les incertitudes associées, manipuler la formule de l'incertitude relative et utiliser le logiciel GUM. Nous avons pu voir qu'en sciences expérimentales, on était amené à faire des mesures et que ces mesures ne pouvaient pas être infiniment précises à cause de l'instrument de mesure, de l'expérimentateur, des conditions de l'expérience. Donc écrire le résultat d'une mesure, c'était écrire deux nombres. Une estimation de la grandeur mesurée, qu'on appelle x, et une estimation de l'erreur que l'on commet, que l'on nomme ux. Nous allons comparer deux types d'incertitudes. L'incertitude de type A, qui a déjà été traitée dans une autre vidéo, et l'incertitude de type B. L'incertitude de type A est basée sur la répétabilité. Nous allons donc faire toute une série de mesures et x sera obtenu en faisant la moyenne sur l'ensemble de ces mesures. Parfois, il sera impossible de répéter plusieurs fois la mesure. Dans ces cas-là, nous ferons une incertitude de type B. Et pour obtenir x, on lira directement la valeur sur l'appareil de mesure. Revenons à l'incertitude de type A. Pour pouvoir calculer u de x, nous avions utilisé des outils mathématiques en statistique, en passant par l'écart-type, le coefficient de student, et nous avions également besoin du nombre de fois que la mesure a été effectuée. Donc, utiliser les fonctions statistiques des tableurs ou GUM nous permettait d'avoir accès à cette grandeur. Pour l'incertitude de type B, nous aurons besoin de l'erreur sur chacun des appareils de mesure, mais également des conditions expérimentales. Nous utiliserons ensuite une formule qui nous permettra d'avoir accès à u de x. L'incertitude de type B ne s'obtient donc pas en faisant une moyenne sur les valeurs obtenues. Elle est basée sur un résultat qui est directement lu. Cela peut être la lecture d'une température sur un thermomètre, mais également la lecture d'un volume sur une burette, la mesure d'une longueur par une règle, ou elle est calculée à partir d'une formule constituée de grandeurs à mesurer. Si on veut par exemple la vitesse, on va mesurer une distance et une durée. On va alors obtenir x, qui est une estimation sur la mesure. La deuxième étape est de rechercher toutes les causes d'erreur et de les estimer. Et cette estimation va dépendre de la nature de l'appareil de mesure, mais aussi des conditions de la mesure. On peut trouver cette estimation sur l'erreur de la mesure sur les notices des appareils de mesure, mais aussi en regardant les graduations correspondant aux instruments de mesure. Pour une règle graduée au millimètre, on peut par exemple prendre un demi-millimètre concernant la précision. Alors, si on veut prévoir un petit peu plus large, on peut aller jusqu'au millimètre, suivant les conditions de la mesure. Imaginons le cas d'un pendule simple. Je rappelle qu'il s'agit d'un système oscillant constitué d'une masse ponctuelle accrochée à un fil. Si l'on souhaite mesurer la longueur du pendule, il peut y avoir une incertitude concernant l'appréciation du point d'attache, en particulier s'il s'agit d'un nœud qui a une certaine épaisseur, ce qui introduira une erreur supplémentaire sur la mesure, en plus de l'erreur de lecture sur l'appareil de mesure. Autre exemple, si vous devez mesurer la longueur d'une table, si jamais cette table est légèrement arrondie sur les bords, on ne sait pas trop où s'arrêter. Nous pouvons donc estimer l'erreur à environ un demi-centimètre, si vraiment les bords sont très arrondis. Donc il n'y a pas seulement la graduation qui est importante, il y a également les conditions de la mesure. Dans le cas d'appareils gradués, il y a parfois des formules théoriques que vous pouvez trouver et qui vont vous donner l'erreur sur la mesure à partir des graduations fournies. Dans ces cas-là, vous trouvez des formules avec des divisé par racine de 3, divisé par racine de 12. Le tout, c'est d'avoir une estimation sur l'erreur qui reste cohérente dans le cadre des conditions de la mesure. Une fois que l'on a réuni toutes les incertitudes et les mesures associées, pour calculer x, il est possible d'avoir accès à u de x en utilisant des formules qui sont données dans les énoncés. Pour le premier exemple, nous allons laisser les caractéristiques de l'incertitude de type B en haut à gauche sur l'espace quadrillé et on va travailler sur un extrait du baccalauréat donné en Amérique du Nord en 2016. Dans cet exercice, il fallait calculer la masse d'acide fumarique contenue dans une gélule. On obtenait aux questions précédentes cette masse expérimentale à partir d'un titrage. Alors dans ce titrage,
différentes verreries étaient présentées avec leurs incertitudes associées. D'abord la burette graduée, à plus ou moins 0,1 ml. Elle sert à verser l'hydroxyde de sodium dans la solution. Ensuite, la pipette jaugée, avec plus ou moins 0,1 ml d'incertitude absolue, qui sert à prélever le volume de solution d'acide préparé à partir de l'acide fumarique. Et enfin, la solution d'hydroxyde de sodium, avec une incertitude donnée par le fabricant de plus ou moins 0,3 10-2 mol par litre. Alors à partir de là, on vous présente également une grandeur qui s'appelle l'incertitude relative. Cette incertitude relative est le rapport entre l'incertitude sur la masse qui a été déterminée et cette masse. Et on vous donne la relation qui lie toutes ces grandeurs, c'est-à-dire le volume VA qui a été prélevé à la pipette jaugée, le volume VE qui a été versé par la burette et la concentration CB qui a été donnée par le fabricant et les incertitudes associées dont nous avons parlé juste avant. Bien, alors dans une première question, on cherche quelle source d'erreur apporte la plus grande contribution à l'incertitude associée au résultat expérimental. Il faut savoir que celui qui possède la plus grande incertitude relative sera celui qui apportera la plus grande source d'erreur à l'incertitude que l'on recherche. Donc, dans la question, il fallait calculer à chaque fois U de VA sur VA, U de VE sur VE, U de CB sur CB, et on obtenait un pourcentage qui nous indique cette contribution. Alors, on a fait des petits arrondis, en sachant que celui qui a donc le plus gros pourcentage apportera la plus grande contribution à l'erreur. Ici, par exemple, on voit que la plus grande contribution correspond à la concentration de la base qui a été utilisée pour faire le titrage. Et par conséquent, si on veut améliorer la précision du titrage, il faut prendre une solution qui a été préparée avec une plus grande précision. Donc ici, nous n'avons fait qu'un titrage. Donc on voit bien que tout ça ne s'obtient pas en faisant une moyenne sur les valeurs obtenues. Le résultat est basé sur un résultat qui est directement lu. Ici, le volume d'acide, ça a été prélevé une seule fois. Le volume versé à l'équivalence n'a été lu qu'une seule fois. La concentration de la base, c'est une seule donnée. Donc à partir de là, on va pouvoir calculer l'incertitude relative. Donc là, on a recherché toutes les causes d'erreur, on les a estimées. Et bien entendu, cette estimation dépendait, comme on l'a dit, de la verrerie et des données du fabricant. Alors maintenant, une fois qu'on a réuni toutes ces incertitudes, ça rejoint le dernier tiré ici concernant les caractéristiques de l'incertitude de type B. Une fois que l'on a réuni toutes ces incertitudes et les mesures associées, on a calculé X, ça c'était déjà fait, et on peut avoir accès à UX. Alors, UX, comment est-ce qu'on peut y accéder? Eh bien, on peut y accéder tout simplement en isolant ici U concernant la masse expérimentale. Donc, on voit ici que le rapport de l'incertitude relative est au carré, donc on met la racine et on multiplie par la masse expérimentale pour obtenir la valeur que l'on recherche ici. Il ne reste plus qu'à utiliser dans l'énoncé les données qui sont écrites et on trouve une incertitude sur la masse qui est de 0,017 g. On arrondit au supérieur pour avoir une estimation un petit peu plus large et on peut ainsi écrire que la masse expérimentale, c'est 0,49. Alors ce 0,49 avait été déterminé dans des questions précédentes, plus ou moins le 0,02 que nous venons de calculer. Pour notre deuxième exemple, nous allons utiliser une situation expérimentale dans laquelle on va chercher à mesurer la vitesse d'un petit objet par effet Doppler. Alors l'effet Doppler, c'est la différence de fréquence qui existe entre un objet qui émet un son et l'objet qui le reçoit. Et cette différence de fréquence, on va essayer de la déterminer expérimentalement pour pouvoir avoir accès à la vitesse de l'objet, puisque les grandeurs sont liées. Ce petit objet produit un son périodique, il est à l'approche, et on connaît la formule qui permet de calculer sa vitesse. Elle est donnée par V est égal à C qui est la célérité du son dans l'air, fois delta F, qui est la différence entre la fréquence perçue à l'approche du véhicule et la fréquence émise par celui-ci. Et FE, c'est la fréquence qui est émise, et bien entendu, elle s'exprime en Hertz, tout comme delta F d'ailleurs. Alors il faut savoir que C,
qui est la célérité du son, elle dépend de la température. Donc c'est un paramètre de l'expérience dont il faudra tenir compte. Quand on combine les deux expressions, on constate que la vitesse est donnée par la formule qui est dans le parchemin. En étant à la recherche des sources d'erreur, on voit qu'il nous faut une précision sur la température, θ, qui ici est donnée en Celsius, et ΔF, la fréquence, qui est donnée en Hertz, comme nous l'avons dit. Pour avoir accès à l'incertitude sur la mesure de cette vitesse ainsi que l'encadrement associé, nous allons utiliser un logiciel qui s'appelle GUM. GUM est l'acronyme de Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement. On voit d'ailleurs d'où vient le U qui est souvent utilisé pour l'incertitude. En ouvrant le logiciel GUM, on voit apparaître cette interface. À partir de là, il va falloir charger le fichier depuis le répertoire personnel, fichier qui a été préparé en amont par le professeur, car il y avait des données à pré-rentrer. Ce fichier ici s'appelle effet Doppler. Une fois qu'on l'a ouvert, on va tomber sur une deuxième page qui va nous donner le symbole de la grandeur de sortie, qui est ici V, puisque nous calculons une vitesse, ainsi que le symbole de l'unité et la formule qui a été pré-remplie par l'enseignant. Une fois qu'on a fait toutes les vérifications, on peut cliquer sur Valider et passer aux grandeurs d'entrée. Voici un tableau dans lequel va apparaître d'une part une estimation pour chaque grandeur et d'autre part, on va rentrer l'incertitude associée à chacune de ces grandeurs. Donc on clique ici pour saisir la valeur de la mesurande. Alors ici c'est clic pour saisir la valeur de la mesurande. On entre une estimation de ΔF, c'était 8,2 Hz. On appuie sur OK. Ensuite on va donner une estimation de l'incertitude. Alors cette estimation de type B, le constructeur du fréquence-mètre nous indiquer 0,5% d'erreur sur la mesure. Donc on va calculer l'incertitude à partir de l'indication du fabricant. Nous allons faire la même chose pour F, c'est-à-dire la fréquence émise par le petit véhicule. Elle était de 420 Hz. On rentre également les 0,5%. La température ici était de 20 degrés. Et l'estimation de l'incertitude sur la température était de 0,5 degrés. Une fois que nous avons rentré dans le tableau une estimation pour chaque mesure et l'incertitude, on peut valider et aller à la page suivante. Alors ici, on remarque plusieurs choses. Tout d'abord, un diagramme en barre qui va nous donner les différentes contributions à l'erreur sur la mesure. On remarque ici que la grande source d'erreur est donnée par la température θ. Donc si on veut faire une mesure plus précise, il faudra changer de thermomètre. Ensuite, on remarque quelque chose d'assez important, c'est qu'on a des encadrements. Donc c'est un encadrement avec 75%, 95% ou 99% de confiance. Alors ce qui va nous intéresser particulièrement, ça va être l'écriture finale avec un chiffre significatif. Donc ici le véhicule, on voit qu'il va à 119 mètres par seconde. Et suivant le taux de confiance que l'on choisit, on est à plus ou moins 2 mètres par seconde, plus ou moins 4 mètres par seconde ou plus ou moins 5 mètres par seconde. Alors bien souvent, on choisit l'écriture finale avec un seul chiffre significatif pour l'incertitude. Il peut arriver parfois que l'énoncé vous impose d'avoir une écriture finale avec 2 chiffres significatifs pour l'incertitude, mais cela signifierait qu'on a beaucoup de précision sur le dernier chiffre significatif et donc des appareils de mesure qui sont très précis en regard de la mesure effectuée. Alors 3 chiffres significatifs, ça ne veut plus rien dire. 2 chiffres significatifs, c'est déjà un peu moins discutable. Et un chiffre significatif, c'est quand on prévoit un petit peu plus large. Voilà comment il est possible d'appréhender les incertitudes de type B dans un exercice de baccalauréat, ainsi que dans la manipulation du logiciel GUM.